Nous sommes en compagnie de Marcel Méjean, un alerte centenaire qui va bientôt fêter d'ailleurs son 101e anniversaire début janvier. Et on profite aussi des festivités déjà passées mais à venir du 80e anniversaire de la libération d'Erstein et de toute l'Alsace en fait, en novembre 1944, hein, pour tourner avec vous Marcel les différentes pages de votre implication militaire qui ont été sur plusieurs continents, hein, puisque depuis l'Algérie, ça a été la Tunisie, l'Italie, ensuite la libération jusqu'à Stuttgart, ensuite l'Indochine également, et on terminera par la page africaine. Alors, l'Afrique, l'Algérie également 2 fois. Voilà. Port Saïd également. Où vous allez retrouver vos origines, et c'est là par là qu'on va commencer, parce qu'il y a une naissance à Sétif. Donc... Voilà. Personnellement, je suis le 5e d'une famille de 6 enfants. Il y a 3 garçons et 3 filles. Mon père étant venu de Bordeaux à Alger pour faire son service militaire à la caserne des Zouaves, a rencontré ma mère qui était d'origine sicilienne. Et son nom le prouve, Ciano Lomoriello. Ils se sont mariés, bien entendu, et à la suite de ça, il y a eu toute cette famille qui s'est transformée. Voilà. Alors, toutes ces nationalités et ces religions également s'entendaient parfaitement bien, ça. Pour le prouver, mon meilleur ami et copain, c'était un arabe, n'est-ce pas, qui s'appelait Arebi, un joueur professionnel de football. Et on s'est retrouvés une vingtaine d'années après. Voilà. Vous apprenez le métier de mécanicien. Les études que j'ai faites n'ont pas été longues. J'ai appris la mécanique. Pourquoi? Parce qu'il y avait le garage Renault juste à l'endroit où j'habitais. Et il se trouvait, il y avait juste une rue à traverser et j'étais déjà à l'atelier. Voilà. Alors je ne gagnais pas grand-chose par mois. Je gagnais 20 francs à cette époque. N'est-ce pas? Ça servait juste pour acheter le savon pour laver le linge. D'accord. Bon, très vite, vous vous engagez donc dans l'armée en 42. Oui. La question d'armée, à ce moment-là, je voulais d'abord, pour connaître la France, essayer de venir en France. J'ai donc essayé de venir à l'école des Mousses à Toulon. Mais déclaration de guerre, l'école a fermé. À 17 ans, quand elle a réouvert à l'armistice, elle a réouvert, mais j'avais 17 ans, c'était trop vieux. Alors j'ai décidé de m'engager à Clermont-Ferrand, étant donné qu'il y avait le 13e train et que c'était la partie mécanique, que j'avais déjà quelques notions, n'est-ce pas? Mais c'était en zone non occupée. Mais alors je prends le bateau pour aller jusqu'à Philippeville, le port près de Constantine, je prends le bateau. Malheureusement, ce bateau ne quittera jamais le port. Pour la bonne raison, c'est que c'était le 8 novembre 1942. Et le 8 novembre 1942, les Américains débarquaient en Afrique du Nord. C'est la raison pour laquelle je suis retourné sur Sétif et, croyant avoir signé un engagement, ce que je n'avais jamais fait, je m'engage quand même aux tirailleurs algériens, au 7e RTA. Ce qui veut dire qu'un mois après l'exercice militaire, j'ai été nommé caporal et de là, envoyé en Tunisie, rejoindre mes compagnons pour combattre le maréchal Rommel, c'est-à-dire l'Afrique Accord du maréchal Rommel. Ça, c'est votre première épreuve du feu, quoi, en quelque sorte. À la suite de ça, après avoir envoyé les Allemands chez eux, du moins retournés en France, eux sont retournés en France, nous nous sommes reformés en Oranie, une division, pour pouvoir aller en Italie. Voilà. Là, la 3e DIA a été formée, qui était commandée par le général de Montsabert, n'est-ce pas? Et je suis passé caporal-chef pour passer de Tunis jusqu'à Naples. Voilà. C'est à Naples que vous débarquez pour la campagne d'Italie. Absolument. Voilà. Alors à Naples, on est arrivé au mois de décembre, presque fin décembre, et le 13 janvier, c'est là que nous avons pris contact contre les Allemands. Voilà. Et ayant pris contact,
Notre destination, nous, la troisième DIA, c'était pour se rendre à Sienne, en Italie, en passant bien entendu du Mont Casal, Cassino, Rome, Rome, c'est ça, oui. Après Rome, direction Sienne. Et là, à Valentano, je monte un char allemand. Et je fais 2 prisonniers. C'est déjà pour moi un extra, parce que j'avais à peine 20 ans, n'est-ce pas? Et le fait de démolir un char, hein, ça représentait quand même quelque chose. Et donc, nous sommes arrivés à Sienne, et là, après avoir pris Sienne, nous avons défilé devant le général de Montsabert et redescendre sur Tarente. Pourquoi sur Tarente? C'est-à-dire pour prendre le bateau, car nous croyons retourner en Algérie. Mais brusquement, le bateau a bifurqué vers la droite, direction le nord. Et arrivé à quelques mailles de la France, le général s'écrie « Mes enfants, la France !» Et de là, nous avons tous chanté la Marseillaise. Ce qui veut dire que on a débarqué un cavalaire, n'est-ce pas, puis 2 cavalaires sur Marseille. Vous avez libéré la partie sur Marseille. Voilà. Et Marseille, nous avons pris Marseille, bien entendu, par surprise et surtout par intervention du capitaine Moser, qui était alsacien, mais en même temps aumônier du régiment. Et par ces relations qu'il avait, il s'est permis de rendre compte au général Schaeffer, hein, qui commandait les troupes à Marseille. Hein, il a trouvé une excuse pour faire croire qu'on avait déjà pris Marseille, parce que le drapeau français flottait déjà sur la cathédrale. Et quand il a vu ça, ils ont donc rendu les armes, et c'est de cette façon que nous sommes restés à Marseille pas très longtemps, et on est reparti vers le nord. Pour participer à la campagne de libération de l'Alsace, donc par le... Après, n'est-ce pas, l'Alsace, c'est bien plus tard. Alors de Grenoble, nous avons traversé, nous sommes montés jusque dans le Doubs, les Vosges, c'est-à-dire Remiremont, Cornimont, et Saussure sur Moselot, où je suis arrivé un des premiers à entrer dans Saussure. C'était le 14 octobre 1945, n'est-ce pas? Voilà. Alors, après ça, nous sommes restés quelque temps. Là, vous avez quand même vu une anecdote quand même importante, la mort de très près, parce que vous aviez installé votre batterie dans le village, et quand vous avez vu tourner une tourelle de chars allemands dans votre direction, voilà. Ça a été chaud. C'était chaud. Et ensuite, ça a continué de Saussure à Moselot. Alors là, on a été stoppé parce que nous étions arrivés trop vite, donc on manquait de ravitaillement. Et de là, en Alsace, la rue, c'était au mois de janvier, et les Allemands étaient revenus avec le général Van Trustet, n'est-ce pas, est revenu pour reprendre Strasbourg. Et c'est à ce moment-là que nous avons été rappelés, et c'est la raison pour laquelle je suis passé par Erstein, où j'ai rencontré celle qui viendra plus tard, c'est-à-dire 4 ans après mon retour d'Indochine, hein, pour l'épouser. Nous avons retourné sur Kielstedt et Gamscheid, et c'est là que nous avons stoppé l'arrivée de Van Trustet, qui avait l'intention de reprendre Strasbourg, mais ils ont échoué, étant donné qu'on a réussi à les arrêter et à leur fouler pour les retourner en Allemagne. Et là, vous progressez donc jusque sur Spire, et c'est là vous franchissez le Rhin, c'est bien ça? À Spire, direction Stuttgart. Et j'ai réussi, malgré le bombardement, à faire refaire un prisonnier encore, qui était très important, puisqu'il avait des papiers concernant la Stuttgart. J'étais sergent-chef, pardon. Et avec mon groupe, j'étais destiné à reprendre la gare de Stuttgart. Ce que j'ai fait, bien entendu, la gare étant en flammes déjà, et nous sommes arrivés jusqu'à cette gare. On a réussi à reprendre la gare, quoiqu'il n'y avait pas grand monde,
puisque les Allemands s'étaient déjà repliés, n'est-ce pas? Et que, après Stuttgart, nous avons stationné à Stuttgart quelques mois, n'est-ce pas? Avant de repartir, j'ai été envoyé au corps franc pour Miège. J'étais versé dans les corps francs. Et à partir de là, j'ai changé de régiment. Étant donné que la guerre en Europe était terminée, nous avons eu malheureusement l'Indochine. Et c'est de là, de Stuttgart, que je suis passé au 23e RIC, c'est-à-dire régiment d'infanterie coloniale, et dirigé sur Marseille pour embarquer pour l'Indochine. L'Indochine, c'était au mois de décembre, à peu près, mi-décembre, et après avoir traversé le canal de Suez, la mer Rouge, nous sommes arrivés à Saigon au mois de janvier, vers le 6 ou 7 janvier, par là à peu près. De là, j'ai été affecté avec mon groupe en dehors de Saigon, c'est-à-dire à peu près à une trentaine de kilomètres de Saigon. J'ai été affecté dans un poste où nous étions, je commandais ce poste avec 8 hommes, n'est-ce pas? Et j'avais comme interprète l'instituteur du village, qui était interprète, qui me servait d'interprète, mais que je ne savais pas, c'est qu'il était en même temps le chef des rebelles du secteur. Voilà. C'est la raison pour laquelle, là, la chance encore intervient. Parce que le problème, c'était comme dans toutes les armées, le matin, on se levait à 7 heures, on allait faire notre footing, à peu près un quart d'heure, 20 minutes, n'est-ce pas? Mais simplement en short et en chaussures, sans armes, sans rien du tout. Voilà. En laissant une sentinelle au poste. Voilà. Et c'est là où votre saint patron Marcel vous a sans doute sauvé la vie. Absolument. Voilà. Alors, étant donné que mon interprète était au courant de tout ce que je faisais, de tous mes mouvements, n'est-ce pas, il pouvait donc renseigner les rebelles sur mon emploi du temps. Et le 15 au soir, janvier, la sentinelle qui était dehors vient et me dit « Chef, je ne sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure, je reçois des mangues ou des cailloux sur la gauche, j'ai dit écoute, tu rentres et tu te mets derrière le créneau. » Et le 16 au matin, c'était le 16 janvier, il vient pour me réveiller et me dit « Chef, c'est l'heure. » Je dis « Non, aujourd'hui c'est la Saint-Marcel. » Pas de footing. Marcel, à ce moment-là, je vous donne carte libre, vous faites ce que vous voulez. Et heureusement, parce que la veille, depuis la veille, c'est-à-dire le 15 au soir, nous étions entourés de 50 rebelles, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'ils attendaient le matin de nous voir partir et pouvoir s'introduire dans le poste. Et nous, en revenant, n'ayant pas d'armes, non rien du tout, ouais, donc on aurait été évidemment passé l'arme à gauche. Mais ils ont quand même attaqué le poste. Et c'est quand même, oui. Alors, quand ils ont vu que nous n'étions pas partis, mon interprète a donné l'ordre d'attaquer. Voilà. Alors, heureusement qu'on était là, et chacun s'est mis à sa place pour pouvoir se défendre. Nous nous sommes défendus. J'ai eu juste le temps de prendre le téléphone relié à ma compagnie, commandant de compagnie, pour dire « Mes gens, nous sommes attaqués, mes gens, nous sommes attaqués ». Et le téléphone a été coupé. Mais mon intervention est quand même parvenue au quartier, ce qui a permis d'avoir du renfort qui est arrivé. Voilà. Et suite à ça, bien entendu, les rebelles se sont retirés en laissant 5 morts sur le terrain avec leur armement. Voilà ma réaction de l'Indochine. Alors le reste de vos missions, c'était, vous êtes allé vers le nord aussi, vers Hanoï et Haïfa. Alors la suite de ça, au mois de mars 45, c'est ça, oui, 46, pardon. Au mois de mars 46, je reprends le bateau à Saigon pour aller sur Haiphong. On a pu débarquer, mais à condition que la troupe reste sur le port, n'aille pas sur Haiphong. Mais quelque temps après négociation avec les Japonais et les Chinois,
n'est-ce pas, on a pu éventuellement revenir sur Haiphong et à ce moment-là, faire notre travail de soldat. Alors justement, quels étaient l'essentiel de vos missions alors au nord du Vietnam? Vous avez ouvert des routes, je crois. Moi, mon emploi du temps, c'était avec mon groupe le matin, je partais accompagner un convoi qui allait jusqu'à Haidiong, c'est-à-dire à mi-chemin de Hanoï, n'est-ce pas? Et je prenais le convoi qui descendait, voilà, ce qui veut dire que nous étions la protection des deux convois, quoi. En escorte. Voilà. À ce moment-là, je ramenais en Indochine. Et alors, l'ennui, c'est que quand nous sommes arrivés, retournés en Indochine, à ce moment-là, ça a repris, bien entendu, mais un peu plus fort. Hein, ils étaient armés, ils sont armés, et c'est là qu'ils ont, au mois de mars, oui, à Haiphong, ils ont attaqué le théâtre, hein, n'est-ce pas? Et puis tout ce qui consistait à obtenir pour avoir satisfaction. Donc vous faites vos 28 mois, je crois, en Indochine, hein, et puis c'est retour sur Marseille, donc. Oui, alors je termine en Indochine, je reviens sur Marseille, et le Marseille, alors, je suis affecté au RMT, c'est-à-dire Régiment de Marche du Tchad, à Pontoise. Voilà. À la suite de ça, envoyé, étant donné que j'étais assez sportif, n'est-ce pas, hein, j'ai été envoyé à Strasbourg, à l'école des cadres, qui s'appelait à ce moment-là l'école de Rouffach. Et de là, j'ai été affecté en Afrique. Voilà, donc ça c'est la page africaine, effectivement, voilà. Que vous portez, vous êtes désigné pour voilà, alors là, je suis désigné en 1949. Voilà, alors à ce moment-là, étant donné que j'étais revenu sur Strasbourg, il est évident que j'avais gardé toujours la correspondance avec mon épouse, c'est-à-dire la personne que j'avais connue à Einstein, n'est-ce pas? Et je suis de Strasbourg un dimanche, retourné à Célestat, car mon beau-père était chef de gare, et il habitait donc Célestat. Et mon épouse, enfin ma future, habitait également Célestat. Donc je suis allé à Célestat, et j'ai trouvé sur le quai un monsieur qui portait une lampe, comme tous les chefs de gare, et lui ai demandé s'il connaissait mademoiselle Stener. Et à la suite de ça, il me dit, oui, bien entendu, je la connais. Alors il me dit, pourquoi vous voulez la voir? Ah ben je lui dis, oui, on correspond toujours entre elles, quoi. Alors il me dit, bon, ben suivez-moi. Et là, j'ai compris que c'était mon beau-père. Donc en 49, je me suis marié, n'est-ce pas? Vous avez trouvé le temps de vous marier. Voilà, c'est-à-dire 4 ans après, hein, on a réussi à se marier. Et c'est là que j'ai reçu mon affectation pour aller en Afrique, à Bobo-Dioulasso. Oui. Voilà, à Bobo-Dioulasso, ça s'appelait à ce moment-là, ça s'appelait la Haute-Volta, et non pas le Burkina Faso. Et après quelques mois, bien entendu, j'ai eu un fils qui est né à Bobo-Dioulasso. Voilà. Et là, c'est pareil, ce fils a été nommé, bien plus tard, il a été nommé à Strasbourg dans la police, et son dossier étant arrivé au quartier général à Strasbourg, en voyant né à Bobo-Dioulasso, ils ont dit, voilà encore un black qui nous arrive. Et oui, ils le prenaient pour un noir, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle Serge a continué à faire son service sous le pseudonyme de l'inspecteur Bobo. Ensuite, à la Haute-Volta, je suis revenu en France et réenvoyé en Afrique de nouveau à Bamako. Ça, c'était au Mali. C'était au Mali, voilà, qui s'appelait à ce moment-là le Soudan. C'était le Soudan, et qui s'appelait le Soudan, et donc affecté à cette époque-là. Après ce séjour, je reviens sur la France et réaffecté toujours à Pontoise, au RMT, au Régiment de Marche du Tchad. Voilà. À la suite de ça, je suis envoyé en Algérie. Vous retrouvez enfin, j'allais dire la patrie, mais enfin votre terre de naissance. Voilà, je retrouve mon pays. Et mon pays, bien entendu, j'ai fait que une moitié. Là, on est en quelle année, Marcel? 56. En 56. 56. Alors là, une division a été formée
qu'on appelait la division H. Pourquoi H? Parce que c'était le général U qui commandait à ce moment-là, et direction Port Saïd. Nous n'avons pas pu débarquer. Pourquoi? Parce qu'on a été survolé par les avions américains et russes. Ce qui veut dire qu'ils avaient reçu l'ordre de, éventuellement, si on devait débarquer, nous bombarder. Alors on a préféré évidemment retourner sur l'Algérie. J'ai été affecté comme officier de renseignement, n'est-ce pas? Mon travail consistait particulièrement les nuits, hein, où les nuits, les rebelles, évidemment, traversaient un peu et c'est là que j'étais décidé à désigner avec mon groupe, parlant l'arabe bien entendu, avec mon groupe, faire des patrouilles le soir. Voilà. C'est là que j'ai été désigné en Algérie, que j'ai pu obtenir la reddition d'un groupe de 7 arabes, hein, n'est-ce pas, ou musulmans, si vous préférez, pour pouvoir les intercepter. Et on a réussi à les avoir, ce qui m'a permis d'avoir une autre citation, n'est-ce pas? Voilà. Et après l'Algérie, bien entendu, je suis rentré en France. Excusez-moi, il y a eu une phase Dakar, encore une fois, et Abidjan, non, Côte d'Ivoire, et vous êtes parti au Cameroun, là, à ce moment-là, oui, étant donné que quand j'étais, après la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, l'Algérie, on est parti encore en Afrique, hein, après Abidjan, direction le Niamey. D'où aller? Niger. À Niger d'abord. Et au Niger, à Niamey, ayant eu des rebelles au Cameroun, hein, qui avaient déjà fait pas mal de dégâts, on a formé un bataillon et j'ai été nommé chef de bataillon comme adjudant-chef. J'étais adjudant-chef de bataillon. Et alors on s'est dirigé sur Tchank. Et à Tchank, nous avons été, enfin moi personnellement, j'ai été, étant donné que j'ai adjudant-chef, quoi, j'ai été accueilli dans une maison, enfin un camp si vous voulez, ce camp avait été formé pour les Européens pour pouvoir se reposer. Et donc vous avez été libéré de vos obligations militaires, vous l'avez abordé à l'instant, en 63. Après ça, à 37 ans et demi, je vous dis, nous sommes revenus sur Pontoise, bien entendu, et là, bien entendu, j'ai demandé à me retirer de l'armée, parce qu'il n'y avait plus rien à faire. On n'avait plus de territoire, on n'avait plus rien, et à 37 ans et demi, j'avais le maximum d'annuités pour me permettre de pouvoir me retirer honorablement, n'est-ce pas? Alors je voudrais quand même qu'on revienne encore sur votre épouse, qui elle aussi a connu quelques actes de bravoure, jusqu'à être emprisonnée à Colmar, puis au sinistre camp de Schirmeck. Racontez-nous un petit peu, pardon. Pour parler de mon épouse, malheureusement, comme la plupart des Alsaciens ou Alsaciennes, elle travaillait à Rhino. À cette époque-là, c'était une fabrique de munitions, n'est-ce pas? Et il y avait des prisonniers français. Et ces prisonniers français pouvaient, par l'intermédiaire des jeunes filles qui y travaillaient, leur faire passer des lettres qui, eux, les jeunes filles, pouvaient les renvoyer en France sur leurs jeunes filles. Et l'ennui, c'est qu'elle a été dénoncée par une de ses copines. Parce que je crois qu'elle fournissait des papiers à ces gens-là. Absolument. Et alors, elle a été dénoncée, ce qui a permis, enfin, c'est un bien grand mot, que ma femme soit arrêtée par la Gestapo à Colmar. Et arrêtée à Colmar, de la prison de Colmar, elle a été envoyée après sur Schirmeck. Et elle a fait Schirmeck au bout de quelques mois. Et à la suite de ça, ayant été presque, disons, passée l'âme à gauche, hein, en parlant encore poliment. Moi, je crois qu'elle pesait 37 kilos encore en ce temps-là. Hein. À cette époque-là, encore, oui. Ce qui fait qu'elle est revenue sur Erstein, à l'hôpital d'Erstein, mais toujours gardée par la Gestapo encore. Mais la vie lui a été sauvée pour la bonne raison, c'est qu'il y avait à Erstein, à ce moment-là, la pharmacie Hirtz.
le pharmacien, docteur pharmacie, qui lui avait des médicaments qu'il ne donnait pas à tout le monde, et par ce moyen de médicaments a pu la sauver, parce qu'elle n'avait qu'un seul poumon, elle n'avait plus de dents, étant donné son séjour à Chemec, qui a été, puisque quand elle est sortie, la Gestapo pensait qu'elle allait passer à gauche, quoi, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'elle a été, bien entendu, revenue après, et malgré qu'elle soit gardée par l'hôpital ici, qu'elle a été bien soignée, grâce aux médicaments que lui a fournis le docteur Hirtz, c'est-à-dire pharmacien. Alors, un petit mot encore sur vos décorations. Il y en a eu de multiples, elles se comptent à l'appel, dont la Légion d'honneur, la médaille militaire, l'Ordre national du mérite. Si vous voulez. Par contre, oui. Marcel, il y en a une que vous n'avez pas et qui vous aurait peut-être fait plaisir également, c'est d'être nommé compagnon de la Libération. Mais là, Non. Mais là c'est autre chose. J'étais trop jeune d'abord, parce que la plupart des gens qui ont obtenu cette décoration, qui a été inscrite par erreur sur le journal Dernière Nouvelle, cette décoration a été destinée surtout à ceux qui, avec le général de Gaulle, qui avaient rejoint le général de Gaulle, qui étaient partis d'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique, le Cambodge, tout ça, quoi. On va dire oui. Et ça, bien entendu, l'ont obtenu. Particulièrement, c'était une décoration où il y en avait 1200 et quelques, dont 6 femmes. 6 femmes l'ont obtenu, en particulier une femme d'Erstein. Voilà. Et pour laquelle nous allons d'ailleurs souhaiter très bientôt l'anniversaire de sa participation aux conséquences que nous avons suivies. Il est passé sur FR3 Alsace, comme dans toutes puisque c'était dirigé par la télévision, le film Les Indigènes. Et Les Indigènes, c'était mon régiment, c'est-à-dire le 7e régiment de tirailleurs. Et tout ce que les spectateurs ont pu voir à cette émission, eh bien, c'est ce que j'ai fait exactement, puisque je faisais partie, mais à cette époque-là, je faisais partie des antichars, puisque je possédais un canon de 57 antichars, ce qui a permis de démolir à Valentano, en Italie, de démolir le premier char. J'avais à peine 20 ans. Si, compte tenu de tout ce que vous avez vécu et de votre expérience, si vous deviez faire passer un message aux jeunes générations, quel serait-il? Après chaque discours devant les monuments aux morts, l'autorité terminait toujours « plus jamais ça ». Malheureusement, il y a eu 39-45 où la même chose s'est produite. L'autorité qui était au monument aux morts le disait toujours « plus jamais ça ». Et puis il y a eu l'Indochine, on a dit « plus jamais ça ». Il y a eu l'Algérie, on a dit « plus jamais ça ». Malheureusement, ça continue toujours. On se dit toujours « encore ça ». Marcel Méjean, merci beaucoup pour votre accueil et votre disponibilité. On vous souhaite d'ores et déjà un bon anniversaire à venir en janvier. Le 18 janvier, oui, ce sera encore un anniversaire, mais je ne les compte plus. Non, il y en a trop. Quand on en a eu 100, on peut se permettre soit de continuer, soit si le patron du haut me rappelle, à ce moment-là, je laisserai la place aux autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.